À l'orée du chemin de la philosophie, à Kyoto, 2 milliers de temples et sanctuaires vous contemplent. La clinique médicale ou psychanalytique, dans l'archipel nippon, ne s'est pas développée de la même manière qu'en Occident. Elle ne s'est pas non plus développée de la même manière qu'en Chine, les Japonais, autour de Sugita Genpaku, ayant été les premiers, dès 1773, à traduire le traité d'anatomie du Hollandais Johan Adam Culmus. Ils ont été confrontés à une difficulté. Comment traduire, par exemple, les nerfs, terme qui n'existait ni dans la langue chinoise, ni dans la langue japonaise? Alors, les Japonais ont inventé un caractère, kanji, qui a été repris en chinois ensuite. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres des nombreux échanges Chine, Japon, Occident, qui ont contribué, entre autres, à façonner une langue japonaise dont une des particularités linguistiques, qui implique aussi une difficulté dans son apprentissage, est d'être agglutinante. Ce que Lacan en a dit n'est pas faux, mais témoigne d'une contradiction insoluble dans le raisonnement, une aporie. J'aurais pu commencer en vous disant que pour comprendre les maladies mentales et la détresse individuelle au Japon, il faut les resituer dans leur contexte historique, social, culturel et linguistique. Certes, mais prend-on vraiment la mesure de cet impératif? Et si c'est le cas, l'on admettra qu'il n'y a pas une essence incluant le superstitieux de Théophraste, l'obsessionnel de Freud, la personnalité obsessionnelle compulsive du DSM. Oui, la schizophrénie, l'autisme infantile précoce, la dépression, le tableau clinique est similaire, que vous soyez à Buenos Aires, New York, Paris ou Tokyo. Mais au Japon, il y a une catégorie de personnes appelées hikikomori, pour lesquelles nous proposerions des diagnostics et ferions des hypothèses psychopathologiques. Et il se trouve que les Japonais ne le font pas, alors même que les termes de dépression, de schizophrénie, d'autisme sont très répandus. Soit on utilise le terme hikikomori seul, soit on l'utilise associé avec un diagnostic. Que désigne ce terme et comment aider les personnes concernées? C'est le premier point que j'aborderai. Shakaiteki hikikomori désigne le phénomène du retrait social et les personnes concernées, c'est-à-dire enfermées. Shakaiteki signifie social et le mot hikikomori est composé de hiku, tirer, se retirer, et de komoru, se renfermer, rester à l'intérieur. Le hikikomori est une forme de retrait social pathologique ou d'isolement social dont la caractéristique essentielle est l'isolement physique au domicile. La personne doit répondre aux critères suivants: isolement social marqué à son domicile, durée d'isolement social continue d'au moins 6 mois, déficience fonctionnelle importante ou détresse associée à l'isolement social. Plus d'1 million de personnes sont concernées, 63% sont des hommes, 37% sont des femmes, pour la population entre 15 et 39 ans. Plus de 90% sont des adultes et non des adolescents. C'est une différence avec la population française, où notamment on pense le phénomène plutôt comme quelque chose qui touche les adolescents et les jeunes adultes. Au Japon, non, ce sont des personnes qui ont 20, 30, 40, 50 ans. Et quasiment tous ont une expérience d'absentéisme ou de décrochage scolaire. Souvent, au collège, harcèlement scolaire, brimade, ijime, qui donne lieu à un absentéisme, et au lycée, décrochage. Alors que les collégiens sont soutenus, les lycéens décrocheurs sont abandonnés par la société japonaise. Le lycée ne fait pas partie de la scolarité obligatoire, les enseignants et les parents pensent que le lycéen, après tout, peut faire un petit boulot
et ce n'est pas un problème s'il décroche. Certains individus hikikomori souffrent de troubles mentaux et d'autres non. La répartition est la suivante: schizophrénie, troubles de l'humeur, troubles de l'anxiété, quelques-uns avec des troubles de la personnalité et des troubles du neurodéveloppement. Et une partie d'entre eux, simplement, ne consultent pas des psychiatres, ne vont pas dans les cliniques, ne vont pas dans les hôpitaux, et on peut penser que, même si certains d'entre eux ont des troubles non diagnostiqués, d'autres n'ont pas de troubles psychiatriques. Internet. Il y a un profil hikikomori de déclin de l'utilisation d'Internet tout au long de la vie. Et ça, on peut le dire en 2021, grâce aux travaux notamment du professeur Hamasaki, qui démontre, chez les 12-15 ans, une surutilisation d'Internet parmi les adolescents en retrait comparé à une population contrôle. Chez les 15-39 ans, on le sait depuis une dizaine d'années, il n'y a pas de différence significative entre les personnes en retrait et les autres. Entre 40 et 64 ans, on le sait aussi depuis 2019, il y a une sous-utilisation d'Internet. 80-50, c'est un chiffre que vous devez retenir, il correspond au vieillissement de la population hikikomori et à son appauvrissement. Les parents, la génération des parents à 80 ans, celle des personnes en retrait à 50 ans, et vous imaginez un père de famille, une femme au foyer, il vivait sur une seule retraite, le père de famille décède, les familles sombrent dans la pauvreté. C'est aussi simple que ça. NPO, Non-Profit Organization, ce sont les associations à but non lucratif qui font un énorme travail de soutien des personnes en retrait. Elles peuvent être à l'initiative d'écoles bouddhiques. Dans ce cas-là, on a un prêtre, un moine qui vient à domicile, qui tente de discuter avec la personne en retrait et puis qui l'amène à sortir pour aller au temple, par exemple, ou dans un hébergement collectif, ou pour faire du travail agricole, etc. Les associations peuvent aussi être laïques, sont à l'initiative de la ville ou du département. Et il n'y a pas de psychiatres et de psychologues dans ces associations, principalement des gens qui ont un niveau baccalauréat ou licence avec des notions de psychologie et de travail social. Jotai. Le hikikomori n'est pas un trouble mental, c'est une condition psychologique et sociale. Tōjisha. Ce ne sont pas des patients, mais des personnes concernées. Ils ne se reconnaissent pas comme patients. Ils ne sont pas reconnus comme patients par leurs parents. Et les psychiatres eux-mêmes ne les reconnaissent pas comme étant des patients. Et il y a un terme pour ça qui est très répandu. C'est un terme légal. Ce sont les personnes concernées. Tōjisha. J'ai postulé une fin de la clinique. Le patient n'est plus que l'ombre de l'usager. Les psychiatres et psychologues ne peuvent plus réfuter un diagnostic qui est revendiqué en tant que l'identité de la personne concernée ou l'usager de la santé mentale. C'est en continuité avec ce qu'ont pu avancer Alain Ehrenberg et Pierre-Henri Castel sur les transformations de l'autonomie, le passage de l'autonomie comme aspiration à l'autonomie comme condition. Et finalement, peut-être on pourrait tourner les choses de manière interrogative. Y a-t-il vraiment une fin de la clinique ? Ou bien ce seraient des transformations de la clinique? Et dans ce cas, quelle clinique pour les personnes en retrait? La première chose que je dois vous dire, c'est qu'il y a peut-être un espoir du côté du traitement du hikikomori par la psychanalyse et spécialement à l'université. D'abord, le premier qui a écrit un livre sur le hikikomori, c'est Saito Tamaki. Et il est psychiatre, orienté par la psychanalyse et professeur à l'université de Tsukuba. Il existe une traduction américaine de son livre de 1998, mais je dois vous mettre en garde. Lorsque l'on compare à la version japonaise, ce n'est vraiment pas le même livre. Ensuite, je dois mentionner l'existence de Kawai Hayao, psychologue jungien, professeur à l'université de Kyoto, ici même, et décédé en 2007. Je dois le mentionner car le Japon lui doit en partie la création d'un système de psychologues scolaires
traitant le décrochage des élèves et soutenant spécialement leurs parents. Enfin, l'équipe de l'université de Nagoya, connue de certains d'entre vous, on y trouve en effet 2 psychiatres orientés par la psychanalyse, les professeurs Suzuki Kunifumi et Furuhashi Tadaaki, ainsi qu'un psychanalyste membre de l'IPA, Toyoaki Ogawa. Les professeurs Ogawa et Suzuki étaient présents au colloque organisé par Pierre Fedida en 1985, aux côtés du célèbre psychiatre professeur de l'université de Kyoto, Kimura Bin. Cette équipe de Nagoya est précurseur dans le soin aux personnes en retrait à l'université, mais malheureusement, l'on se heurte toujours à la question financière. Si des soins en santé mentale sont financés sur la base de projets de quelques années, lorsqu'ils s'arrêtent, que fait-on? Que font les personnes concernées qui ont été aidées via ces programmes? Force est de constater que malgré le million de personnes en retrait depuis des décennies, il n'y a jamais eu de volonté d'inscrire un soutien durable sur le long terme qui serait assuré par des psychiatres ou des psychologues cliniciens. À ma connaissance, seule existe une équipe de l'université de Fukuoka autour des psychiatres Kamba, Shigenobu et Kato Takahiro. Alors, d'où vient ce problème et pourquoi personne n'arrive à le résoudre? Je dois vous donner quelques éléments ayant trait à l'histoire de la médecine mentale et de la clinique au Japon, et je vais commencer par une anecdote. En 1954, Michel Foucault publie son premier ouvrage, Maladie mentale et psychologie. C'est un détail, mais il mentionne le Japon qui serait en pleine désinstitutionnalisation. Je le cite en comparant avec les États-Unis. Au contraire, au Japon, le milieu est beaucoup plus tolérant et l'hospitalisation est loin d'être la règle. Donc, quelque chose qui indiquerait désinstitutionnalisation, disons un recours moins important à l'hôpital. Et si on pense à la désinstitutionnalisation, c'est exactement l'inverse qui se produit en 1954 au Japon. Donc c'était le début de plus d'un demi-siècle d'institutionnalisation massive des malades mentaux. Là où l'Occident allait connaître une désinstitutionnalisation favorisée par la diffusion des traitements psychopharmacologiques, le Japon a massivement institutionnalisé les malades mentaux. Et ce, jusqu'à aujourd'hui, où le Japon dispose d'un cinquième, 19% exactement, des lits de psychiatrie existants dans le monde. Un cinquième. En bref, le Japon, depuis l'occupation, a prescrit des antipsychotiques et a enfermé les malades, et ce à peu près jusqu'aux années 2010, où commence à peine ce qu'on appelle le transfert à la communauté ou le transfert à la localité, qui, si vous voulez, donne une plus grande place aux soins en ambulatoire et aux associations locales. Alors vous avez remarqué, j'ai dit occupation. L'après-guerre est marquée par l'occupation américaine et se caractérise par une situation qui demeure assez inconnue des Occidentaux. Je cite Junko Kitanaka, une anthropologue professeure à l'université de Keio. Il y eut une brève période dans l'histoire de la psychiatrie japonaise, dans la sombre époque qui suivit la Seconde Guerre mondiale, où la domination de la neurobiologie fut ébranlée dans ses fondements sous les coups de la psychiatrie américaine d'inspiration psychanalytique. Fin de citation. À cette époque, le modèle américain de santé mentale s'est diffusé via de nouveaux départements universitaires d'orientation psychanalytique pour certains, ainsi que par l'Institut national de santé mentale dirigé par les Américains. Soulignons ce point. La psychanalyse importée au Japon au lendemain de la Seconde Guerre mondiale est aussi un des noms de l'occupation américaine 1945-1952 sur son versant psychiatrie et santé mentale.
au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et pendant la guerre de Corée, 1950-1953. Les psychiatres nippons ont alors défini leur objet comme étant les mécanismes biologiques de la psychose et ont exclu toute psychologie des névroses. C'est cette dernière, sous la forme de la psychanalyse américaine de l'époque, qui fut progressivement et massivement rejetée par les psychiatres de l'archipel. Le Japon, sous et après l'occupation, a donc d'une part accepté l'influence de la psychiatrie biologique américaine et d'autre part résisté à l'influence de la psychiatrie psychanalytique américaine. D'ailleurs, avant 1999, date d'autorisation de mise sur le marché des antidépresseurs, la dépression névrotique était peu reconnue et diagnostiquée. Une autre conséquence se voit encore aujourd'hui. Dans l'immense majorité, les psychiatres japonais ne sont pas formés et ne pratiquent pas la psychothérapie. Dans l'immense majorité. Tout simplement, ce n'est pas dans leur fiche de poste. Ce qui est attendu d'eux, ce sont des consultations de quelques minutes et une prescription médicamenteuse. En d'autres termes, ce que Pierre de Lion a nommé psychiatrie vétérinaire, exercée dans un hôpital psychiatrique que Takemi Taro, un ancien président de l'association médicale japonaise, qualifiait en 1964 ainsi « Bokuchikugyo », élevage de bétail. Si l'on prend la contention, sachez qu'il y a 99 événements par jour, par million d'habitants, ce qui est 600 fois plus qu'en Australie, par exemple. Aussi, la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent est, je prie mes collègues japonais de m'excuser ici, extrêmement pauvre. Il y avait 206 pédopsychiatres certifiés en 2015. Ils sont aujourd'hui 417 pour 15 millions de moins de 15 ans. C'est une situation qui paraît incroyable, mais qui en vérité reflète le fait que la prévention et le traitement des troubles mentaux de l'enfant et de l'adolescent est sans comparaison avec ce que nous avons connu en Occident. Il y a la scolarité obligatoire, Gimu Kyoiku, entre 6 et 16 ans. Avant, l'on fait très peu, et après, on hospitalise ou la personne s'isole à domicile. Du point de vue psychanalytique, la situation est assez simple et a été marquée par, dès l'occupation, par un rejet de l'analyse profane. Jusqu'à aujourd'hui, les membres de la société japonaise affiliés à l'IPA sont restés à peu près une trentaine, quasiment tous des hommes psychiatres. La solution trouvée a été de créer une seconde association liée à cette société où se trouve un millier de membres, souvent psychologues, établissant de fait une hiérarchie entre psychiatres exerçant la psychanalyse et psychologues exerçant la psychothérapie psychanalytique. Aujourd'hui, il existe donc ces deux associations et 3 autres. La troisième est une association réservée aux psychiatres universitaires et orientée par la psychanalyse. La quatrième est le Forum de psychothérapie psychanalytique du Japon. Et la dernière est la Société lacanienne du Japon. À l'université de Kyoto, la psychanalyse est représentée par 4 professeurs. Suiki Kosuke, spécialiste d'histoire des idées à l'Institut des sciences humaines. Nishi Minako, psychologue et psychanalyste à la faculté d'éducation. Ainsi que Matsumoto Takuya et moi-même au département des sciences humaines et environnementales. Un projet collectif actuel porte sur l'histoire de la psychanalyse et je traduis actuellement l'ouvrage de Nishi Minako dans l'objectif de publier un jour le premier ouvrage en langue française sur la psychanalyse au Japon. J'organise avec Matsumoto Takuya le séminaire
international de santé mentale de l'Université de Kyoto, où les idées de la psychanalyse sont confrontées aux recherches les plus récentes en santé mentale. De mon côté, mes recherches portent toujours sur le hikikomori, mais aussi le traumatisme et l'autisme. Du point de vue de l'autisme, avant 6 ans, je vous l'ai dit, il y a un fort isolement social des personnes et des familles qui sont peu aidées. C'est un peu comme si l'on attendait que l'enfant devienne un élève pour intervenir. Dans cette même logique, après 16 ans, le fait que les personnes en retrait ou en décrochage n'ont jamais travaillé, ne travaillent pas, ne souhaitent pas travailler, pose un réel problème pour les Japonais. Comment aider l'enfant de moins de 6 ans non scolarisé et l'adulte qui ne travaille pas lorsqu'ils sont en détresse? C'est vraiment un phénomène de société impressionnant dans l'archipel et au-delà. Pour ce qui est de l'adulte, le retrait social, hikikomori, est désormais observable en dehors du Japon, Corée du Sud, Chine, Espagne, Italie, Finlande, Suède, Croatie, Nigeria, Oman, Tunisie, États-Unis, Canada, Australie, Brésil et la France, évidemment. En France, la première contribution est celle de Marie-Jeanne Guedj-Bourdieu, dès la fin des années 2000, puis un ouvrage important, Hikikomori, ces adolescents en retrait, a été publié en 2014, ainsi qu'un ouvrage publié en 2021 intitulé Hikikomori, une expérience de confinement. Ces ouvrages, réunissant des sociologues, des anthropologues et des chercheurs d'autres disciplines, démontrent à quel point les universitaires psychanalystes confrontent leurs résultats avec ceux produits par les autres disciplines, dans un dialogue permanent. Et lorsqu'ils font état de leur clinique, jusque sur les chaînes de télévision nationales, telles Marie-Jeanne Guedj-Bourdieu, chacun peut observer à quel point la clinique psychanalytique est d'un profond secours pour les familles et les sujets en détresse. Les cliniciens qui travaillent avec les personnes en retrait n'exercent pas dans un fauteuil ni derrière le divan classique. Ils ont rompu avec cette tradition, procédant comme les pionniers de la psychanalyse avec les hystériques du XIXe siècle, en pratiquant les visites à domicile. La praxis analytique qui s'en trouve renouvelée exige de ces praticiens un engagement coûteux en énergie et en temps. Cet investissement s'avère indispensable, comme me le signifiait le père d'une jeune adulte en retrait. Il ne sert à rien d'attendre qu'elle demande de l'aide, puisque le fait même de nous demander est impossible pour elle. Les cliniciens orientés par la psychanalyse offrent un suivi renouvelé, associant créativité et engagement hors les murs des institutions. Guidance parentale en personne et par courriel, visite à domicile, utilisation des outils récents de la recherche clinique et transculturelle, partenariat avec les autres intervenants, psychiatres, psychologues, etc., et même télémédecine. Comme l'écrit Manuela De Luca, le retrait peut se faire arrêt et figement du temps, confrontant la psyché au néant et aux effets délétères de la déliaison. Mais dans les formes les moins graves, le retrait peut correspondre à une tentative de ralentissement d'une temporalité débordante, comme une mise à l'abri face à la tempête pulsionnelle et objectale qui sévit au début de l'âge adulte. Fin de citation de Manuela De Luca. Et si, au lieu, c'est moi qui l'ajoute, au lieu de vouloir remettre les hikikomori au travail à tout prix, nous prenions le retrait social de l'adulte comme une tentative de guérison. Je vous ai parlé un peu plus tôt d'une fin de la clinique, et c'est toujours associé pour moi au début d'une autre, si j'ose dire, à un « il faut défendre la clinique ». De ce point de vue, l'université est un lieu extraordinairement riche. C'est le lieu où ni le dogmatisme, ni le paternalisme n'ont leur place. C'est un lieu par excellence où le corpus psychanalytique est confronté aux données les plus récentes en génétique,
neurosciences, psychologie du développement, mais aussi histoire, sociologie, anthropologie. La psychanalyse a tout à gagner de ces confrontations, ainsi que les autres disciplines, et le vivant.